Continuer cette quotidienne, nous allons maintenant parler de l'histoire d'une mère et de sa fille unies par un même traumatisme, le viol. Maya a grandi en Algérie à l'ombre des palmiers dans la maison familiale. Un jour, alors qu'elle est âgée de 4 ans, ses parents s'absentent et la confient au cuisinier de la famille. L'homme de 75 ans a alors emmené la fillette dans les toilettes et l'a forcée à le masturber. Il lui a également infligé des attouchements. La petite fille va subir les assauts répétés de cet homme durant 1 an, mais elle se mure dans le silence et c'est grâce au déménagement de la famille qu'elle échappera à son bourreau. Quelques années plus tard, de retour en France, Maya va subir plusieurs agressions sexuelles qui vont la fragiliser davantage. Mais en 1981, elle donne naissance à Émilie et entame une nouvelle vie. Et alors que la petite a 8 ans, Maya fait la connaissance de Philippe, un homme charmant et séducteur. La jeune maman confie ce qu'elle a subi plus jeune à cet homme qui semble la comprendre. Et pour cause, il lui indique qu'il a lui-même été victime de violences sexuelles dans son enfance. Très vite, Maya et sa fille Émilie emménagent avec Philippe. Maya est alors loin d'imaginer que l'homme qu'elle aime et en qui elle a toute confiance va commettre l'irréparable sur sa fille. Avant de recevoir Maya et sa fille, Émilie, en direct sur ce plateau, retour sur le cauchemar de 2 femmes brisées par le viol. Nous sommes à Sète, dans l'Hérault. C'est ici que vit Maya, 63 ans. En 2020, alors que cette jeune retraitée met la main sur d'anciens dessins de son enfance, elle a un déclic. Elle décide de briser le silence sur son terrible passé. Tout commence en Algérie, où elle grandit. En 1962, alors que la guerre bat son plein, Maya a 4 ans. Ses parents se sont installés dans le pays pour le travail et la famille vit dans une belle bâtisse construite sur une oasis. À l'ombre des palmiers, Maya est une petite fille sage et solitaire qui aime beaucoup dessiner. Et lorsque ses parents doivent s'absenter, elle est gardée par leur cuisinier, un homme qui va lui faire subir le pire. En effet, dans ces moments-là, il en profiterait pour abuser de la fillette. Après l'avoir entraînée dans les toilettes, il lui inflige des attouchements et l'oblige à le masturber jusqu'à l'éjaculation. Terrorisée, Maya se mure dans le silence et le cuisinier reproduit ses gestes à plusieurs reprises. Un jour, alors que les parents de l'enfant reviennent d'une course plus tôt que prévu, le cuisinier s'affole et repousse violemment la fillette. Pire encore, il menace de la tuer pour ne pas qu'elle le dénonce. Ce n'est que lors du déménagement de la famille, en 1963, que Maya parvient enfin à échapper aux griffes de son prédateur. Elle en ressort très marquée, mais tente, malgré tout, de poursuivre sa vie. Et elle compte bien devenir une jeune femme accomplie. En 1981, elle vit enfin un heureux événement avec la naissance de sa fille, Émilie. Mais après 7 ans de relation, elle se sépare de son ami d'enfance, devenu le père de sa fille. Et quand Émilie a 8 ans, sa maman fait la rencontre de Philippe, un homme au profil de séducteur qui la fait immédiatement craquer. Une idylle démarre et l'homme se confie à Maya qu'il cache un lourd secret. Celui d'avoir été abusé par son frère durant son enfance. La trentenaire est touchée par ses confidences et très peinée qu'il ait vécu de telles choses. D'autant que Philippe s'occupe bien de sa fille Émilie. Il a d'ailleurs l'habitude de l'emmener régulièrement chez sa sœur afin qu'elle puisse jouer avec ses cousins par alliance. Très souvent, elle reste d'ailleurs dormir sur place. Mais ce que Maya ignore, c'est que là-bas, sa fille
subit le pire. Un soir, alors que les enfants vont se coucher, Philippe isole Émilie, qui a alors 9 ans. Et il lui demande d'aller dormir dans le salon. La fillette s'endort, mais elle est très vite réveillée par son beau-père. Le quadragénaire la pénètre alors digitalement. Dans un état de sidération, Émilie est incapable de bouger et se mure à son tour dans le silence. Mais 2 ans plus tard, une amie d'Émilie lui fait une terrible révélation. Elle affirme que Philippe aurait tenté de lui imposer des attouchements. Pour Émilie, c'est un véritable choc. Et elle décide alors de se confier à sa mère. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Maya. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes la fille de Maya. Et c'est vrai que toutes les deux, vous avez subi l'horreur. Vous avez été violées toutes les deux à des époques différentes, à des moments différents de votre vie, par des hommes différents, dans des lieux différents. Mais c'est vrai que vous avez hélas ce point commun toutes les deux. On va commencer avec vous, Maya. Vous avez grandi en Algérie, oui. Avec vos parents qui étaient installés là-bas pour le travail. Oui. C'était en pleine guerre, oui. Une période forcément anxiogène. Vous étiez une petite fille plutôt heureuse. Vous viviez dans une grande maison, je crois, c'est ça? Oui, en fait, mes parents travaillaient aussi là. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec mon père. Il y avait donc le cuisinier qui nourrissait tout le monde. Et oui, j'étais assez heureuse, sachant quand même que ma mère était dépressive. Et du coup, j'ai un peu l'impression que malheureusement, les personnes qui subissent ce genre de problème le subissent parfois par le fait que leur entourage n'est pas forcément suffisamment attentif du fait de leurs propres problèmes. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que, je l'ai vécu moi-même, et j'étais moi-même dépressive quand c'est arrivé à ma fille. Donc, ça veut dire que les gens sont un peu trop centrés sur eux-mêmes, peut-être, à ce moment-là, parce qu'ils ont des problèmes? Très probablement, c'est qu'ils ont du mal à regarder ailleurs qu'en eux-mêmes. Vous avez cité le cuisinier, c'est pas pour rien, oui. Quand vous avez cité des personnes qui étaient dans cette maison. C'était un cuisinier qui avait environ 75 ans. Ah oui, il était très âgé. Il était très âgé. Et c'est lui qui va vous agresser. Oui. Quand vous êtes petite, quand vous avez 4 ans, il va vous emmener dans les toilettes. Oui. C'est des souvenirs que vous avez aujourd'hui encore? Parce qu'à 4 ans, on est vraiment toute petite quand même. Oui, mais en fait, si vous voulez, là où c'est compliqué, c'est que je pense qu'il y a une phase de séduction qui fait que l'enfant a confiance. Et donc, moi, je me souviens très bien d'une période de confiance et du basculement quand le cuisinier m'a menacé de mort, que j'ai compris que c'était mal. Et que là, c'est là où il est allé plus loin et où m'a obligé à faire des choses. J'ai un peu de mal, pour tout vous dire, avec le mot que vous avez prononcé, qui est le mot séduction, parce qu'entre un homme de 75 ans et une jeune fille de 4 ans, mais enfin, lui se sert en tout cas. Mais c'est vrai que le mot séduction, c'est un peu compliqué à entendre. C'est qu'il était gentil au départ. Ouais, il était très gentil. Donc, quand on est enfant et qu'il y a quelqu'un qui est très très gentil, au départ, on n'imagine pas du tout ce qui peut se passer. Les premières fois où ça s'est passé, vous avez tout de suite compris que c'était mal? Non. Vous ne savez pas? Non. Non, je me souviens que je n'avais pas compris que c'était mal. Et en plus, je pense que, justement, au début, je ne pense pas qu'il faisait tellement de choses, comment on peut dire, répréhensibles. Et c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait d'une manière, on va dire, progressive. En tout cas, je pense pour les personnes qui sont de l'entourage proche. C'est-à-dire qu'il y a des agressions violentes à l'extérieur que j'ai moi-même vécues ensuite, quand j'ai été adulte, enfin adolescente et adulte, et que je raconte aussi dans mon livre. Mais je pense que les proches commencent par être d'une manière très insensible, affectueux. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que l'enfant va tomber dans le piège. Je pense que vous êtes souvent posé cette question de savoir pourquoi vous n'en avez pas parlé à ce moment-là. Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Ah non, mais moi, la réponse, elle est très claire. J'avais peur. J'étais terrorisée. Et à chaque fois qu'il D'autant qu'il vous menaçait en plus. Il me menaçait. Donc moi, je refusais, il me menaçait. Donc c'était atroce.
Vraiment. Ça a duré pendant combien de temps? D'après l'histoire familiale, je pense que ça a duré 1 an. 1 an. Et vous, tout à l'heure, quand je vous disais les premières fois, vous me disiez j'ai pas de souvenir. Vous avez quel souvenir concret aujourd'hui? Moi, je me souviens qu'il était gentil. Et après, je me souviens qu'il m'a menacée. Et après, je me souviens qu'il m'a forcée. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon histoire. Donc vous vous souvenez de ce qui s'est passé vers la fin de cette année-là, c'est ça? Oui, alors je me souviens, si vous voulez, là c'est compliqué parce que je me souviens qu'il me forçait. En fait, il y a des choses dont je ne suis pas sûre. Et comme on m'a dit qu'il y avait parfois que les personnes parfois soit oubliaient, soit au contraire s'inventaient on va dire... Des souvenirs. Des souvenirs. Ouais. Je peux absolument pas affirmer ce qui a pu m'arriver réellement. Je sais qu'il m'a touché, ça c'est sûr, et que je le touchais. Maintenant, jusqu'où ça allait, je peux pas vous le dire. Pendant cette période, vous êtes une petite fille qui dessinait beaucoup. Oui. Et dans un livre que vous publiez, justement, vous avez mis plusieurs de ces dessins. Oui. Je voudrais qu'on en regarde quelques-uns avec Inès Gauthier, qui est psychologue. Je voudrais qu'on regarde un premier dessin. Inès, vous voyez ce dessin avec nous, ce qui semble être une famille, je suppose, en tout cas un papa, une maman et un enfant. Je vais demander peut-être la vision d'abord de Maya. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce dessin? Et puis peut-être Inès nous dira ce qu'elle en pense après. Alors oui, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est l'histoire du pipi. Donc j'écris quand j'étais petite, parce que en fait, j'ai retrouvé des mémoires de quand j'avais 12 ans, et où je raconte les choses d'une manière très naïve. Et je dis, quand je le touchais, et il faisait pipi. Donc voilà, c'est ce qui est resté dans mon souvenir d'enfant. Et ce qui est symbolisé, là, sans doute, par Voilà. ce dessin, Inès? Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que vous sauriez dire à peu près quel âge vous aviez à l'époque de ce dessin? Alors là, oui, je pense que j'avais 5-6 ans. Oui, d'accord. Ok. Donc bon, ça paraît assez clair qu'il y a des organes sexuels qui sont présents, ce qui n'est absolument pas censé être le cas chez des dessins d'enfants. Donc soyons clairs, déjà, quand il y a la présence d'organes sexuels, on peut se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas présence d'agression physique chez l'enfant? Le fait d'être confondu, évidemment, à un âge, justement, où vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce que c'est que le sexe, et vous dites, il fait pipi, c'est tout à fait normal, votre esprit d'enfant essaie de mettre du sens sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, on voit bien que des enfants abusés peuvent développer des symptômes du genre énurésie, donc faire pipi au lit, alors qu'ils sont assez âgés et qui devraient, c'est-à-dire, je sais pas, s'ils ont 10 ou 12 ans et qu'ils se mettent à refaire pipi au lit, on peut se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas un abus sexuel derrière? Donc, je trouve que cette association est intéressante. Et aussi, on voit sur ces dessins, quand même, je trouve des gros traits concernant les bouches, les yeux, le nez, il me semble, voilà, et presque grimaçant. Et là, pour le coup, c'est des traits qui sont censés arriver un peu plus tard, comme si, voilà, ça faisait un peu monstrueux. Il y a un côté quand même impressionnant, le regard, la bouche, peut-être comme un ogre un petit peu qui va vous manger. Donc, je trouve que c'est assez menaçant. Et puis, enfin, c'est entièrement en couleur noire. Or, c'est une époque où on peut commencer à mettre de la couleur. Et le noir, on sait bien, en tant que psychologue, que ça peut être une couleur dysphorique, donc un signe de dépression ou de peur ou d'insécurité, en tout cas de mal-être chez l'enfant. Vous avez mis beaucoup de dessins, mais je voudrais juste qu'on en regarde un deuxième, si vous permettez, parce que je trouve la lecture très intéressant de ces dessins. On va regarder donc un deuxième dessin et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors ça, c'est un dessin un peu plus surprenant parce que presque effrayant, j'ai envie de dire. Comment vous, Maya, vous le lisez, ce dessin? En fait, là, c'est un dessin que j'ai fait en 2000, donc c'est beaucoup plus... Non, pas en 2000, pardon, avant. En fait, j'étais ado, donc je devais avoir 14-15 ans, là. Et pour moi, les hommes, c'était... leur cœur n'était pas... Enfin, je ne voyais pas d'affection, je ne voyais pas d'amour, je voyais que la sexualité qui m'effrayait, évidemment. Inès? Oui, donc effectivement, alors c'est marrant parce que si vous étiez adolescente, on voit quand même que c'est un dessin qui fait plus infantile. Or, dans les abus sexuels, on voit aussi beaucoup de régression. D'accord, comme si on était plus bébé, qu'on n'arrivait pas à se développer parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans le monde. Et on voit encore... C'est marrant parce que là, au niveau des oreilles, qui sont un organe de communication qui est censé apparaître à l'adolescence, elles sont bouchées. Hein. Il y a des bouchons. Il y a des bouchons dans plusieurs dessins. Oui. D'ailleurs, le dessin de couverture aussi, il y a un bouchon, enfin vraiment. Voilà, c'est quoi? C'est les gens qui ne vous entendent pas? Peut-être. Alors là, sincèrement, je dois vous avouer que je peux pas. Je me souviens pas de ce que je ressentais au moment que je dessinais, mais c'est comme ça que j'interprète. Oui, moi aussi, a priori. Oui. En fait, soit les organes de communication, donc les oreilles, les yeux, sont absents.
donc la communication est coupée, soit ils sont bouchés. Donc pareil, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien. Et pour reprendre ce que vous disiez au niveau du cœur de l'amour qui est absent, c'est intéressant parce qu'on voit des petits sexes dessinés dans le cœur de la personne. Comme si l'amour filial, l'affection et la sexualité étaient confondus. Et c'est le cas dans l'inceste, dans les agressions sexuelles intrafamiliales, on confond le sexe et l'amour. Et c'est bien ce qui déstructure l'enfant. Et il y a le sexe qui est très présent également sur ce dessin, Inès. Absolument, bon, là c'est très clair, effectivement, on retrouve le sexe et puis vraiment les deux gros testicules aussi, donc c'est quand même très détaillé. Et puis on voit d'ailleurs, là encore, des grandes dimensions, des grandes mains, des grands pieds et une grosse tête. Et on voit aussi, par exemple, chez les enfants qui sont battus par un parent, par leur père par exemple, ils vont dessiner papa avec des très grandes mains, c'est les mains qui frappent. Donc c'est intéressant aussi de voir que là, peut-être ces grandes dimensions à nouveau sont insécurisantes, voire peut-être vous tiennent, vous attrapent et que vous ne pouvez pas vous défendre. Mais Maya, quand vous avez fait ces dessins quand même qui sont... Enfin, là, on a une explication très psy, mais malgré tout, enfin, je pense que quand des parents voient ce type de dessin avec le sexe qui est très présent, etc., on peut se poser des questions. Enfin, on peut interroger son enfant en lui disant « mais c'est bizarre qu'il y ait le sexe qui soit aussi présent ». Personne s'est jamais trouvé intrigué par ces dessins. Et encore une fois, je dis, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Oui. Donc, ça veut dire que, enfin, il y avait plusieurs entrées possibles pour lire ce que vous faisiez. Oui, je pense que mes parents n'arrivaient même, n'auraient pas du tout imaginé. Enfin, c'est tellement impensable, surtout une personne si âgée, déjà, quand même. Il avait 75 ans, oui, on le rappelle. Oui, je crois que non, ils n'ont même pas... Oui, mais même que ce soit par lui ou par quelqu'un d'autre, quand même, parce que c'est presque... Non. Je ne sais pas comment Inès l'analyse, mais est-ce que c'est pas quand même une façon de dire les choses ? C'est pour l'enfant, c'est complètement une façon de dire les choses. Oui. Tous les symptômes sont autant de manières de dire regardez, il y a un problème, mais je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas les mots ou j'ai peur d'en parler. Et malheureusement, l'entourage garde le symptôme de l'inceste ou de l'abus sexuel, c'est-à-dire on ne voit pas, on n'en parle pas. On est dans le déni parce que justement, c'est impensable. Donc en fait, on n'imagine tellement pas qu'on ne veut pas avoir les signaux. Dans votre vie, on va avancer un peu parce que vous avez subi beaucoup de choses, hélas, et vous le racontez dans votre livre. Mais comme on a la chance d'avoir Émilie, votre fille, qui est avec nous, on va en parler. Vous avez eu Émilie après avoir passé 7 années, je crois, avec un homme. Et Émilie, un jour, vous allez oser dire à votre maman qu'il vous est arrivé aussi quelque chose. Exactement. Donc c'était un matin après qu'une amie soit venue dormir à la maison. Elle m'a dit vraiment en ayant peur que Philippe était venu la voir pendant la nuit. Philippe qui était le compagnon du moment de votre maman. C'est ça. Et donc elle l'a exprimé de telle manière que c'était comme s'il avait essayé d'insister pour la toucher. Et avoir des relations avec elle. Et ce qu'il n'avait pas fait avec moi, parce que moi, il n'y a pas eu de discussion, en fait. Mais quand elle m'a dit ça, moi, ça a été insupportable. Parce que ça jours touchait... plus tôt ou quelques semaines plus tôt ? Alors, non, moi, c'était arrivé avant, vraiment 1 an et demi, sans doute avant, d'après mes souvenirs, parce que c'est pareil, ça remonte un peu et c'est un peu compliqué de se souvenir exactement des dates à cet âge-là. Mais quand vers 11 ans et demi, 12 ans, je me souviens plus quel âge j'avais quand je te l'ai dit. Oui, par là. Ma meilleure amie m'apprend ça, que ce type va la voir la nuit pour essayer de la forcer à avoir des relations avec lui. C'est insupportable. C'est insupportable parce que ça vous rappelle ce que vous avez vécu Bien sûr. Plus tôt et que vous n'aviez jamais dit. Non, je l'avais jamais dit à ma mère. En fait, j'avais inventé, on va dire, un système pour faire en sorte qu'il ne rentre pas dans ma chambre. Parce que comme il m'engueulait, comme tout parent ou conjoint, comme quoi ma chambre n'était pas rangée, j'avais dit, toi, tu n'as rien à faire dans ma chambre si tu y rentres. Et j'ai fait de telle sorte que ma mère soit là et atteste que oui, il n'a rien à faire dans ma chambre, en fait. Et donc je me sentais protégée par mon petit système d'enfant, on va dire, pour me protéger de lui. Et quand j'ai su qu'il était rentré dans ma chambre, et en plus pour s'attaquer à ma meilleure amie, là, ça a été insupportable. Et c'est ça qui m'a fait réagir, qui m'a fait dire non, plus jamais, plus possible. Mais avec vous, il avait eu plus que des gestes déplacés ? Oui, il m'avait violée. Il vous avait violée ? Oui. Donc chez sa sœur. Vous vous souvenez pourquoi vous n'en avez pas parlé aussi ? Il y avait la peur Alors, il y avait déjà l'inconscience de ce que c'était, dans un premier temps. La peur, pas vraiment, parce qu'en fait...
j'ai fait semblant de dormir quand c'est arrivé. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il avait cru que je dormais. Et je me sentais pas exposée parce que c'était comme je dormais, il n'était pas censé savoir que j'étais réveillée. Mais vous n'aviez pas peur qu'il les recommence? Si, mais c'est pour ça que j'avais mis en place justement ce fameux on va dire, ce stratagème. Voilà, exactement. Quand vous en parlez à votre maman, vous en parlez avec quel mot? Comment on dit ça à sa maman? Ouais, alors là, je pense que j'ai dû retourner ça dans ma tête pas mal ce matin-là. Et je pense que je lui ai dit de but en blanc, voilà, il s'est passé quelque chose avec Philippe et il m'a touchée, voilà ce qu'il a fait. Et là où je remercie ma mère, c'est qu'elle n'a jamais remis en doute quoi que ce soit. Et puis bon, de toute façon, j'avais mon ami pour corroborer aussi mes dires, donc j'avais pas l'inquiétude forcément. C'était plus, j'avais pas envie de lui faire du mal en fait. Maya, avec votre passé, avec ce qui vous était arrivé plus tôt, quand votre fille vient et vous annonce ça, pour moi, ça a été... j'étais effondrée à l'idée qu'il ait pu y avoir cette répétition, puisque moi, j'en avais énormément souffert. J'étais effondrée aussi. En fait, je m'en suis voulu énormément. C'est-à-dire, je me suis sentie extrêmement coupable de ne pas avoir identifié ça, exactement comme mes parents ne l'avaient pas identifié pour moi. Et puis, en plus, je dirais qu'il y a... Alors, ce qui est terrible, parce que j'ai réfléchi à ça avant de venir, je me suis dit, mais dans l'inceste, il y a d'un côté, donc, l'acte, il y a aussi que... quand on est parent et quand on est femme, c'est-à-dire il y a la mère d'abord qui réagit par rapport à son enfant et qui souffre de ce que son enfant subit. Il y a la femme qui se sent humiliée aussi par rapport à son compagnon ou à son mari. C'est-à-dire c'est une négation aussi totale de la femme. bien sûr. Donc c'est une négation de l'enfant, c'est une négation de la femme. Enfin, je veux dire, ça a multiples effets, quoi. À aucun moment, vous n'aviez eu de soupçon sur cet homme? Rétrospectivement, je me suis dit, effectivement, il était très câlin, il apprenait souvent dans les bras, j'aurais dû m'en douter, mais voilà. Quand vous voyez que votre enfant, enfin que votre compagnon s'entend bien avec votre enfant... Vous êtes plutôt contente? Mais oui, vous vous dites, ça se passe bien, c'est super. Émilie, est-ce que vous pensez que votre maman aurait pu s'en douter? Je ne pense pas, non. Peut-être une différence de comportement, mais j'étais un enfant plutôt calme et qui aimait lire. Donc j'étais un petit rat de bibliothèque qui lisait beaucoup, qui s'occupait seul, quand même pas mal. Mais je ne pense pas avoir eu une différence de comportement marquée. Peut-être après, oui, mais je l'avais déjà dit en fait quand j'ai eu ma période adolescente un petit peu rebelle. Est-ce qu'à un moment donné, vous en avez voulu? Alors, elle est là, c'est peut-être compliqué de répondre, mais est-ce qu'à un moment donné, vous en avez voulu à votre maman? Oui, j'ai une période adolescente vraiment assez peu sympathique, on va dire. Et ma mère, oui, je lui en ai voulu, comme j'en ai voulu à la terre entière, en fait. Vous lui en vouliez de quoi? Je lui en voulu. Déjà, je me rendais pas compte de ce qu'elle avait pu vivre, parce qu'à l'époque, je n'étais pas au courant. Oui, parce qu'elle vous l'a dit très tard. En fait. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que vous auriez pu lui dire, au fond, au même moment. Oui, mais... En lui disant, ma fille, j'ai vécu la même chose. Oui, mais en fait, j'avais tellement l'habitude de ne pas en parler, puisque je n'en avais parlé quasiment à personne, sauf à ma psy. D'ailleurs, ça ne s'est pas super bien passé. Donc, je n'arrivais pas. Enfin, pour moi, c'était... Et puis, je ne voulais pas lui rajouter. Je veux dire, je la trouvais déjà tellement en souffrance. Vous avez dit, je vais lui rajouter un poids. Mais en fait. voilà, c'est ça. C'était beaucoup. Parce qu'en fait, Émilie, vous la prenez... que quand vous avez 25 ans à peu près, c'est ça? À peu près, tout ce que votre maman a vécu. C'est ça. Et alors vous, en fait, c'est une deuxième annonce, j'ai envie de dire. Enfin, c'est des annonces croisées, en fait, décalées dans le temps. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Déjà, d'où venait aussi sa dépression de l'époque. Parce que moi, en tant qu'enfant, je comprenais la dépression, la différence entre joie et non-joie. On la voit quand même. Hein. Et du coup, ça m'a expliqué des choses. Et ça m'a aussi permis de me rapprocher d'elle en tant que personne adulte. Parce que comme je suis partie très tôt de la maison, en fait, on n'a pas pu s'expliquer tout de suite, on va dire. Et ça a pris du temps.
jusqu'à ce qu'on puisse avoir une relation mère-fille vraiment sans problématique. Et dans la maman que vous êtes, Maya, il y a une culpabilité? Oui, énorme. Et je voudrais dire aussi que, parce que je suivais une psychanalyse à l'époque, et la psy n'a... Enfin, je voudrais parler des psys, parce que je pense que c'est hyper important qu'ils soient formés à ce genre on va dire, de situation. Parce que j'ai reçu récemment l'appel d'une dame suite au livre que j'ai écrit justement, et qui m'a dit « J'ai vécu la même chose que vous. Je suis allée voir un psy qui m'a dit que j'avais pris du plaisir, et ça m'a découragée. Et c'est quasiment ce qui m'est arrivé aussi. Donc je crois qu'à une époque, les psys avaient comment on peut dire, avaient une formation qui faisait qu'ils s'imaginaient qu'il y avait eu du plaisir, et que si les gens se sentaient coupables, c'est parce qu'ils avaient ressenti ça. Oui, c'est ça, parce que je vais pas prendre la place d'Inès, mais c'est vrai que, hélas, on a reçu beaucoup de cas comme ça, mais c'est vrai que ça peut arriver de prendre du plaisir dans ce type de relation, mais c'est quasiment un plaisir mécanique, et qui n'empêche rien au traumatisme, ni à l'agression. En fait, je pense que Inès va nous le dire mieux, mais je pense qu'il faut pas associer les deux. C'est-à-dire prendre du plaisir, ça ne veut pas dire que c'est pas une agression, et ça ne veut pas dire que c'est pas un viol. Non, mais absolument. En fait, il y a beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas bien formés aux violences sexuelles et à leurs conséquences et à leurs manifestations. Et c'est terrible, puisque ça reproduit le trauma au lieu de le soigner. C'est-à-dire, mais non, t'inventes, ou bah, c'est de ta faute, ou d'ailleurs, t'as aimé ça. Ce qui est déjà ce que se dit la victime, donc c'est bon, quoi. Faut arrêter les frais. Et effectivement, il peut y avoir un plaisir mécanique, des fois que les victimes vont décrire elles-mêmes en disant, bah oui, mais je crois que ça me dérangeait pas, voire des fois j'aimais bien, et donc culpabilité encore plus forte. Il faut dire, oui, les petites filles peuvent avoir de la lubrification ou un sentiment de plaisir. Les petits garçons peuvent avoir des érections, et le stress en plus peut les mettre en érection. Vous imaginez la confusion, donc il faut réussir à démêler tout ça. Pour ça, il faut connaître. Et malheureusement, on voit des psychologues qui recréent les symptômes dont on vient se plaindre. Je sais pas, quelqu'un qui dit, moi je suis invisible, personne ne s'intéresse à moi, puis le psy s'endort. Exactement. Vous voyez, c'est des trucs incroyables, quoi. Donc malheureusement, il y a des thérapeutes qui vont reproduire le problème au lieu de le guérir. Il faut absolument être formé aux violences sexuelles, parce qu'il y a aussi des psychologues qui ne supportent pas d'entendre ce type de récit. Pour eux, c'est trop lourd à gérer. Et du coup, ils disent, oui, bon, ça, parler du reste, quoi. Bah non, c'est terrible, parce que si auprès d'eux, on ne peut pas en parler, auprès de qui on va pas en parler? Deux questions. Maya, tout d'abord, quand vous apprenez ce qu'a fait votre compagnon à Émilie? Je pars. Vous partez? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Vous lui parlez ou pas? Est-ce que vous lui dites? Oui. Déjà, je lui demande si c'est vrai. Et effectivement, il a tout de suite... Bon, j'ai pas remis en cause, parce que ça pourrait paraître... Je n'ai jamais ressenti mais ce que je veux dire, c'est que quand même, je voulais qu'il me le dise. Vous lui demandez s'il assume, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Je voulais qu'il me le dise. Et il a reconnu les faits. Donc là, déjà, ça simplifiait quand même beaucoup. Et du coup, il habitait chez moi. Donc je lui ai demandé de partir, il a refusé. Et j'ai dit ok, on prend nos affaires, et puis on est allé dans. Heureusement, j'avais de la famille qui nous a hébergés. Donc, et l'autre question était du point de vue juridique. Alors Maya, je pense qu'avec le cuisinier qui avait 75 ans à l'époque, la question ne se pose pas vraiment. Mais Émilie, vous, avec cet homme, ce fameux Philippe, vous avez porté plainte? Alors, on m'a contacté parce que sa nièce avait porté plainte contre lui et intenté un procès à son encontre. Et lorsque, du coup, j'ai témoigné, au début j'étais là en tant que témoin, on m'a dit qu'il n'y avait pas encore eu prescription et que je pouvais porter plainte également, ce que j'ai fait. Parce que j'ai appris qu'il vivait avec une femme qui avait 2 petites filles. Et ça m'a vraiment fait du mal de savoir qu'il était encore possible pour lui d'être en contact avec des enfants et des jeunes filles. Le procès a eu lieu? Oui, il a eu lieu. Et il a été condamné? Il a été déclaré coupable, condamné à du sursis parce qu'il est déclaré schizophrène et que donc il n'a pas fait de peine. Vous vouliez rajouter un mot? Oui, je voulais juste dire que moi, je n'ai pas porté plainte à l'époque pour 2 raisons. La première, parce que j'avais peur. Vraiment peur, c'est-à-dire je pense que j'avais intégré la peur d'être tuée, et j'étais persuadée que comme il avait de la famille haut placée, ils allaient me tuer. Enfin, vraiment, quoi. Et deuxièmement, parce que j'avais entendu dire aussi que les victimes, on les obligeait à répéter, re-répéter, et j'avais peur que ce soit un traumatisme supplémentaire. Et je précise tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il avait 75 ans, c'était pas une excuse. Hein. Je disais pas, vous n'avez pas porté plainte parce qu'il avait 75 ans. Je me suis dit parce que peut-être qu'il était décédé au moment où vous portiez plainte. Hein.
c'était pas une excuse. Là, je n'étais pas une excuse, bien évidemment. Maya, vous avez retracé votre parcours dans un livre qui s'intitule « Si j'écris #, moi aussi » et qui est paru aux éditions Chèvre, Feuille, Étoilée. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues en direct sur ce plateau. Merci.